j'ai besoin de me montrer. Pourquoi ? Parce que j'ai besoin que les gens me voient. Qu'ils aient confiance, qu'ils se disent voyons, est-ce que ça vibe, je la sens bien ou pas ? Et qu'ils puissent aussi voir comment je travaille. Je pense que c'est les posts vidéo qui fonctionnent le plus, puisqu'ils arrivent à convaincre de la personne que je suis. Et en fait, moi, il y a cette notion de pour peu que la vidéo arrive au bon moment, parce que la personne, elle est pas bien, et ce que tu vas dire dans la vidéo va rentrer en résonance avec ce qu'elle vit, c'est ça qui va déclencher l'appel. Vous êtes entrepreneur, chef d'entreprise, et vous avez du mal à trouver vos clients. Vous vous sentez souvent découragé par les défis de la prospection. Eh bien, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. La prospection est une étape cruciale pour la survie et le développement de votre entreprise. Heureusement, il existe une multitude de façons de prospecter. Et il y a forcément une méthode qui vous correspond. C'est pour cette raison que j'ai créé ce podcast, afin de rencontrer différents types d'entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour découvrir leur stratégie, leur méthode, leurs témoignages. Et qui sait, cela pourrait bien transformer votre approche de la prospection et rendre cette étape beaucoup plus accessible. Je m'appelle Aurélien Ibarart, je suis le fondateur de ce podcast et également de Nisnea, une société spécialisée dans la réalisation de vidéos pour les entreprises. J'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage et à vous laisser guider dans ce phare dans la nuit qui va vous permettre de trouver votre propre chemin vers le succès de la prospection. Bienvenue dans l'Odyssée des opportunités. Je vous présente Amaya, fondatrice d'Askaya. Découvrez son parcours qui allie finance et développement personnel et les expériences qui l'ont poussée vers l'entrepreneuriat. Sa mission avec Askaya, aider les particuliers et les entreprises à surmonter leurs blocages pour progresser sereinement. Grâce à des outils comme la carte mentale, elle canalise son intuition pour guider ses clients. Ceux-ci sont souvent en quête de reconversion, en situation de burn-out ou en chemin vers la parentalité. Son approche unique qui mêle intuition et rigueur lui a permis de se faire une place dans le coaching. Elle partagera comment elle a attiré une clientèle fidèle dès ses débuts sans démarche proactive de prospection. Grâce à des résultats transformateurs, ses premiers clients sont devenus de véritables ambassadeurs permettant au bouche à oreille de devenir son principal levier de croissance. Amaya abordera ensuite son passage aux réseaux sociaux, en particularité Instagram, où elle se distingue en mettant en scène sa personnalité et son expertise. Avec des contenus souvent empreints d'humour et d'authenticité, elle permet aux prospects de se projeter et d'établir une première connexion, créant ainsi un climat de confiance avant même le premier contact. Un échange sincère et enrichissant qui met en lumière les défis et les réussites de son aventure entrepreneuriale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'Odyssée des opportunités. Et bienvenue à toi, Amaya, dans ce podcast. Ça me fait plaisir de t'avoir ici. Moi aussi, je suis ravie d'être avec toi. Merci Aurélien de m'avoir proposé ce moment ensemble. Ouais, en plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on t'étais venu aux événements que je faisais avant les mornings. Complètement. On s'est revus ensuite chez des amis. Oui. Et en échangeant, je sais plus, mais je t'ai dit, ouais, en fait, passe dans le podcast parce que je trouvais super intéressant ton parcours, ton histoire, et je me suis dit, autant découvrir plus au sein de ce podcast, quoi. Avec plaisir pour partager mon histoire et ce que je fais, et voilà. Le podcast va donc se dérouler en 3 parties. Première partie, la découverte. Dans cette première partie, plongeons dans l'histoire de notre invité. Deuxième partie, à la conquête des clients. C'est le cœur du podcast. Troisième partie, l'impact de la vidéo pour développer l'entreprise. C'est ce que vous allez découvrir tout au long de ce podcast. Et commençons dès maintenant avec la première partie, la découverte. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon visionnage ou bonne écoute. On commence le podcast. Okay. Est-ce que tu peux me dire un peu, déjà, qui es-tu, ton entreprise, déjà, présente-toi de manière un peu plus formale, classique. Ouais. Donc moi, je suis Amaya, je suis la fondatrice d'Askaya. Alors, Askaya, c'est quoi ? C'est ask. C'est se questionner en anglais. C'est HK en basque qui veut dire liberté. Et il y a un peu de mon prénom, Ya. En fait, ce nom, il représente un peu mon parcours professionnel et personnel entre le Pays basque et les États-Unis et la finance et le développement personnel. Et ce nom, il résume ce que je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais aider des particuliers et des entreprises à y voir plus clair, à se libérer de blocages et à se mettre en action de manière sereine. Tout ça impulsé par mon intuition, qui est canalisé par la carte mentale, qui est mon outil principal. Ok,
Voilà. Donc ce nom, il résume, je trouve, mon parcours et ce que je fais aujourd'hui. Non mais c'est génial quand t'as vraiment, je trouve quand t'as un nom d'entreprise qui a vraiment des valeurs fortes et qui a une histoire. Complètement. Moi ça me parle, tu vois. Moi ma boîte c'est Nisnea et il y a vraiment aussi toute une construction, une histoire derrière ça. Et je trouve que ça fait sens, tu vois. Et pour moi ce nom fait sens aujourd'hui. Ouais. Complètement. Ouais. Ok, super. Eh ben écoute, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel est ton parcours? Est-ce que l'entrepreneuriat c'est l'histoire de toute ta vie ou pas du tout? Tu vois, comment t'as démarré pour en arriver jusque-là? Jusque-là, ouais. Alors en fait, moi, l'entrepreneuriat, c'est vrai que j'ai toujours été admirative des entrepreneurs, de ces gens qui avaient une idée, une vision, et de se dire, je vais monter un projet autour de ça et je vais apporter quelque chose. Donc, depuis assez jeune, j'ai su que j'aimerais avoir mon entreprise. Mais voilà, j'ai fait un parcours classique, j'allais dire, d'école de commerce. Ouais. Et en fait, tous mes choix ont été drivés par cette envie d'entrepreneuriat, puisque j'ai choisi le SC de Toulouse, puisqu'il y avait une option entrepreneuriat. Okay. Mon alternance en banque, je l'ai faite pour savoir... pour savoir qu'est-ce que le banquier veut entendre. Et ensuite, j'ai fait de la direction financière pour des startups aux États-Unis. Et là, c'était aussi connaître le microcosme des startups et aussi connaître la gestion d'une entreprise d'un point de vue administratif. Donc, en fait, j'ai toujours su que je voulais être à mon compte. Et c'est plusieurs expériences mis bout à bout qui, en 2020, m'ont menée à me dire, c'est bon, je me sens prête. Et c'est surtout, j'ai trouvé ma voie. Je sais dans quel domaine je veux créer mon entreprise. Et quand tu dis, c'est intéressant quand tu dis que tu as pris avec option entrepreneuriat, en fait, qu'est-ce qu'ils entendent par entrepreneuriat? C'est vraiment dans l'idée de toi te lancer à ton compte ou c'est de manière plus globale, tu as juste des petits tips? Non, à la base, vraiment, toutes les personnes qui étaient là avaient déjà un projet. Et quelque part, moi à l'époque, j'avais pas encore de projet. Donc, je veux pas dire que j'étais un ovni, mais j'avais pris cette option sans avoir le projet. Mais je savais qu'un jour, je voudrais être à mon compte. Voilà. Ok. Et du coup, toi, donc, tu as fait tout ce parcours-là et direct, tu as monté ta boîte ou il y a eu un cheminement avant? Il y a eu tout un cheminement. Moi, vas-y, parle-nous-en, on veut savoir. En fait, moi, je savais que je voulais être à mon compte, mais voilà, j'ai eu besoin de prendre confiance en moi, de me rassurer. J'ai eu besoin de passer par la banque pour savoir ce que le banquier voulait entendre et connaître les bases de la finance. J'ai eu besoin de partir en année sabbatique en Australie, aux États-Unis pour... savoir ce que je voulais vraiment. Ensuite, quand je suis partie faire de la direction financière partagée pour des startups, c'était vraiment connaître le côté finance et admin. C'est où que tu as fait ça? À San Francisco et Los Angeles. En fait, j'ai fait 2 ans à San Francisco et 1 an à Los Angeles. Et avec, évidemment, le côté expatriation et prise de risque. Mais c'était vraiment pour connaître les bases de... demain, je crée ma boîte, parce que ça, je l'avais en moi. Pour moi, le créateur d'entreprise, il doit être polyvalent. Il doit savoir plein de choses. Oui. Et donc, notamment, au niveau finance, c'est quand même bien d'avoir les bases. Et donc, moi, j'ai eu ce besoin-là de passer par la banque et passer par de la gestion admin pour me dire, OK, c'est bon, je vois comment fonctionne une boîte. Et maintenant, j'ai besoin de me lancer dans un domaine qui m'appelle, qui m'anime. D'accord. Voilà. Et là, si tu pouvais donner justement, parce que tu dis l'entrepreneuriat, c'est quand même avoir des notions de finance. Oui. Là, si tu pouvais nous donner quelques conseils, j'imagine que les personnes qui vont écouter ou entendre ou visionner sont dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et c'est vrai que l'aspect finance, c'est un domaine où on peut... pas mal de gens se lancent par passion pour un projet et c'est un aspect qu'on voit plus tard. Est-ce que tu as des conseils à nous donner rien que par rapport à ça? Déjà, c'est de poser les chiffres à la base et de venir les confronter à la réalité, parce que souvent, quand on se lance dans un projet qui nous passionne, on est un peu dans le monde des bisounours et on se dit, on voit les choses de manière optimiste. Et moi, le conseil que je donne, c'est toujours, de voir les choses pessimistes au niveau des chiffres, pas au niveau du projet, mais au niveau des chiffres, c'est-à-dire que toujours envisager qu'il y aura 10-15% de pire, de ci, de là, des imprévus. Donc déjà, ce conseil-là au niveau des chiffres. Et ensuite, c'est vraiment, au niveau finance, c'est d'être réaliste quand on pose les chiffres et aussi d'avoir cette discussion avec l'entourage de la faisabilité. C'est-à-dire que on voit bien que quand le projet n'est pas forcément préparé au niveau financier et qu'on n'a pas été se confronter à la faisabilité, après on va déchanter quand on va pas gagner ce qu'on doit gagner. Ouais. Ça va créer le projet qui était censé être notre passion, en fait il va venir nous stresser parce qu'on peut pas manger à la fin du mois par exemple, ou ça va venir mettre des tensions dans la famille, le couple. Et donc vraiment, moi le conseil c'est de poser les chiffres, d'oser mettre les choses à plat.
Et moi, je le vois en séance, parce que souvent en séance, j'accompagne des gens qui envisagent une reconversion pour se mettre à leur compte. Et souvent, une des séances, c'est de venir les challenger sur la faisabilité. Et moi, mon rôle de direction financière, enfin de contrôleuse de gestion de ma vie antérieure, vient que je fais en sorte que je vais venir les challenger sur oui, mais ça, vous avez pensé à ça, mais ça, vous avez pensé à ça. Et vraiment, d'envisager, j'allais dire, le worst case scénario de en fait, ouais, ça, j'avais pas pensé, ou non, mais ça, Maya, ça n'arrivera jamais. Voir le pire. Voir le pire. Voilà. Et ça veut pas dire que ça arrivera, mais en tout cas, on y est prêt. Ouais, c'est bien de l'anticiper. C'est quoi le pire qui peut arriver? Comme ça, en tout cas, t'es prêt. Ok, bah le pire c'est ça. Je l'accepte ou je vois ce qui peut arriver. Et d'aller le challenger. Ouais. Tu vois, souvent il y en a, ils disent ouais, je vais peut-être je vais avoir besoin d'investir dans ça, ça, ça. Mais le ça, ils le chiffrent pas. Ouais. Mais combien? Est-ce que vous avez été voir? Même si c'est d'occasion, combien? C'est quoi les prix? C'est quoi la fourchette de prix? Parce que du coup, en fait, là au moins on va aller voir. En fait, le projet, il va se concrétiser, il va venir réel, et puis on va vraiment se poser les bonnes questions de est-ce que c'est faisable ou pas. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Et après, un dernier conseil, moi, ce que je trouve, c'est que pour des entreprises qui sont bien plus installées, il y a une confiance. Alors, je vais peut-être pas me faire des amis au niveau des comptables, mais il y a une confiance, j'allais dire pas aveugle, mais dans le comptable. En tout cas, souvent, ce que j'ai pu voir, c'est on attend le point une fois l'an avec le comptable avant de se poser les bonnes questions. Et en fait, moi, je me rends compte qu'il y a des chefs d'entreprise, quand ça fonctionne bien évidemment, qui n'ont pas la connaissance de leur activité chiffrée. Et donc, ils arrivent à la fin de l'année, et ben en fait, ils savent si grosso modo ça va ou pas, mais ils n'ont pas la connaissance de leurs chiffres. Et ils attendent ce point-là avec le comptable. Et moi, ce que mon expérience m'a appris, notamment aux États-Unis, c'est que nous, on mettait en place des outils pour qu'il y ait des reportings chaque mois. Mmh. Donc moi, c'est un défaut professionnel, j'allais dire, c'est que moi, en gros, le chef d'entreprise, il faut que assez vite, il ait des outils simples, sur Excel ou comme ça, mais qui connaissent son activité. Ouais, c'est important. Et qui ne soient pas dépendants j'arrive au rendez-vous chez le comptable, ah ben en fait je savais pas, et je découvre en fait. Ouais, non mais c'est important ce que tu dis, et je suis totalement d'accord avec toi, que ce soit ça ou d'autres choses. Y en a dont c'est l'expertise, mais toi en tant que chef d'entreprise, c'est important d'avoir comme une vision globale, et d'avoir un suivi, parce que au moins tu sais où tu vas, tu sais ce que tu fais, et le comptable lui va venir t'amener les petits détails en plus qui vont dire ah ok, bon là je suis ok, ça on va ajuster le tir. Donc ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et donc, moi, je trouve que c'est important dans le quotidien. Alors, je dis pas que le chef d'entreprise doit le faire tous les jours, aller voir ses tableurs, mais qui est en tout cas un point plus régulier qu'une fois l'an, quoi. Ouais, ok, super. Et du coup, donc, t'étais expat. Qu'est-ce qui t'a amené? Est-ce que suite à cette expérience-là, tu t'es lancé à ton compte, ou est-ce que t'es rentré? Enfin, tu vois, comment ça s'est passé? En fait, comment ça s'est passé? Donc, moi, aux États-Unis, je travaillais pour une entreprise française qui était installée là-bas. Je travaillais beaucoup. Je travaillais beaucoup pour cette entreprise-là. Et en fait, quand j'ai su qu'au niveau du visa et des papiers, ça allait être compliqué, je me suis dit, en fait, moi, je sais que maintenant, je veux travailler pour moi. Okay. Donc, je vais rentrer en France, quitte à monter un projet en France pour repartir aux US. Je ne dis pas non, je n'ai pas fermé la porte des États-Unis de manière définitive. Mais en tout cas, du coup, je suis rentrée et moi, je savais que je voulais être à mon compte et que ça allait être la prochaine histoire que j'allais écrire. Ok, donc t'es rentrée en France. Ouais, fin 2019. Le Covid est arrivé, je me suis lancée sur fond de Covid. Ok. Voilà. Ouais. Et du coup... ça a été facile, ça a été compliqué. Est-ce que bon, on en parlera après, mais est-ce que t'as réussi à trouver des clients de suite, notamment en période Covid, tu vois, est-ce que ça a été compliqué ou pas? Non, ça a été hyper facile. En fait, il y avait vraiment un alignement des planètes, j'allais dire, où en fait, ça s'est fait de manière assez naturelle, où même moi, quand je suis rentrée, j'avais pas de projet exact. Ok. Tu savais que t'allais monter ta boîte. Je savais que je voulais être à mon compte. Mais tu savais pas encore quoi exactement. Et je savais que j'avais deux aspects de ma personnalité, un côté très carré, très chiffre, très organisé, et un côté plus développement perso, spiritualité, bien-être. Ouais. Et je savais que j'avais besoin des deux. Mais je savais pas du tout comment ça allait se mettre en place. Comment t'allais faire le micmac de tout ça? Je suis rentrée et voilà, déjà gérer un retour d'expat, c'est quand même c'est pas une mince affaire, le déménagement et tout ça. Et je me suis dit, de toute façon, je me laisse un an, je vais voir. Ouais. Et je fais confiance. Et en fait, tout simplement, j'ai découvert un outil qui s'appelle la carte mentale. En fait, j'ai rien inventé. Cet outil, tout le monde peut prendre une souscription. Et en fait, ça permet de prendre des notes sous forme de bulles. En fait, j'ai adoré ce logiciel-là et j'ai passé mon confinement à me faire des cartes mentales à moi pour savoir si j'étais contente de rentrer des États-Unis. Enfin, voilà, je me suis fait mes petits accompagnements à moi. Et
je crois que c'est à la sortie du premier confinement. Voilà, je rencontre des amis et je leur dis voilà, que j'ai découvert cet outil, que j'adore, ça me permet moi d'avancer, d'être mieux dans ma peau et tout ça. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont dit, mais là, je pense que sur telle thématique et telle thématique, tu peux m'aider. Vas-y, propose-moi un truc, Génial. Fais-moi une propos. Et donc, je me dis, ok. Donc, j'ai fait une proposition d'accompagnement et c'est comme ça que je me suis lancée, où j'ai kiffé, j'ai adoré, je me suis sentie à ma place. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et j'ai la chance que ça a beaucoup plu. Ça a été très efficace pour les 2-3 premières personnes. Okay. Et après, ça n'a été que du bouche à oreille. Voilà. C'est génial parce qu'effectivement, tu as démarré avec le mind map. Et à savoir que pour ceux qui ne connaissent pas le mind map, c'est un outil qui est génial, qui reprend un peu le fonctionnement du cerveau. Et en fait, on va plutôt fonctionner par mots-clés. Le cerveau, il fait des associations de mots-clés. Et donc, du coup, quand tu travailles de cette manière-là, pour trouver une idée, pour brainstormer, je trouve que c'est un super outil. C'est un super outil. Maintenant, j'ai totalement conscience que c'est un super outil, mais que cet outil, ce qui fait la force de l'accompagnement, c'est que cet outil, moi, il me permet de canaliser mon intuition. C'est-à-dire que quand la personne, elle va parler, je note, et là, moi, je vais alors, là, la personne, elle me dit ça, mais c'est pas là, le problème, il n'est pas vraiment là, il est là. Et en fait, c'est ce travail de décortiquage, je ne sais pas si ça existe comme mot, mais en fait, c'est ce travail-là d'aller dans les profondeurs, d'aller chercher, et on va aller chercher les vraies raisons des blocages, et du coup, de la mise en action sereine, quoi. Ok. Voilà. Donc, il y a le mind map. Derrière toi, tu as un peu réfléchi à tout ce que tu pouvais faire. Suite à ça, donc, dis-moi si je me trompe, tu en as parlé un peu autour de toi et il y a des besoins qui sont arrivés, c'est ça? En fait, j'en ai même pas parlé. C'est-à-dire que c'est les personnes qui sont... Les 2-3 premières personnes avec qui j'ai commencé, mais avec qui j'ai commencé en mode test, qui ont commencé à parler de moi, et après j'ai des demandes qui sont arrivées et où là je me suis dit c'est bon, t'as trouvé ton truc. Et ces personnes-là, comment c'était quoi? C'est des gens de ton entourage? C'était en discutant avec eux, t'as vu le besoin chez eux? Tu vois, comment t'en es arrivé à savoir que eux ils avaient ce besoin-là et que t'as testé en répondant à ce besoin? C'est eux-mêmes qui m'ont partagé que sur tel sujet j'en sais rien, par exemple, je suis pas bien au taf et j'envisage de créer ma boîte. Nous, ça fait, on est en couple et ça fait X temps qu'on essaie d'avoir un enfant, on n'y arrive pas. Ouais. Ou je me suis cramée au boulot et je me sens pas bien, je suis en arrêt maladie, il faut que je reparte parce que j'ai fait un burn-out. Et en fait, c'est en parlant que ça s'est fait naturellement. Ouais. Vraiment. Il n'y a pas eu au départ, en tout cas de ma part, de démarche. Et à aujourd'hui, elle n'y est toujours pas non plus, cette démarche proactive. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, c'est la recommandation des personnes qui sont passées entre mes mains, j'allais dire, qui fait que on me recommande et les gens viennent vers moi. Génial, ouais. C'est trop bien. Et oui, mais comme il y a en fait, c'est trop bien, mais comme il y a aussi un côté atypique chez moi, puisqu'il y a cette association de l'intuition et du côté cartésien, je sais que l'accompagnement que je fais ne rentre pas forcément dans les cases. Et donc, en fait, c'est vraiment le partage d'expérience des personnes qui sont venues se faire accompagner qui fait la recommandation. Et c'est les mots de mes accompagnés qui fait que non, mais va voir Amaya. Et c'est ça, en fait. C'est ça mes meilleurs commerciaux, j'allais dire. Ouais, bien sûr. C'est mes accompagnés parce que quand tu as des personnes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants pendant 3-4 ans, qui arrivent, des personnes qui étaient en burn-out, qui voulaient pas repartir au boulot et qui repartent en fait, les résultats, si j'aime pas parler comme ça, mais les résultats que j'ai eus sur les premiers accompagnements ont parlé pour moi. Ouais, de toute façon, on va pouvoir bien le décortiquer après. Maintenant, du coup, c'est quoi les différents types? Du coup, tu nous as dit personnes qui veulent avoir des enfants, quelqu'un qui veut lancer sa boîte. Ouais. Du coup, c'est quoi un peu les différents... les typologies? Ouais, les différentes typologies que tu accompagnes. Alors, je vais faire Parce que c'est intéressant de savoir que tu as les deux aspects, un peu plus dev, spiritualité, et le côté très cartésien. Je trouve c'est intéressant de voir quel type... ouais. Donc, en fait, je vais dire... Alors, même si je peux accompagner sur tous les sujets, c'est vrai que, grosso modo, sur les particuliers, il y a 3 grands sujets qui reviennent. On a donc le côté burn-out. Ouais. On a les reconversions, et notamment, parmi la reconversion, la création d'entreprise. Ouais. Et on a les désirs d'enfants. Ça, c'est sur le particulier. Sur les pros, sur les entreprises, là aussi, on a 3 grandes catégories. On va avoir tout ce qui est en lien avec le chef d'entreprise et l'entrepreneur. Donc, la solitude du chef d'entreprise, son équilibre pro-perso, sa stratégie. On a tout ce qui est en lien avec la communication au sein de l'entreprise, que ce soit au sein d'une équipe, entre associés, parce que des fois on s'est associés, on n'arrive pas à se dire les choses. Et on a tout ce qui est en lien avec le retour
de congé, notamment de congé maternité, pour que la personne arrive à trouver sa place et se ressente bien au sein de l'entreprise. Donc, bon, c'est très caricatural, mais voilà, il y a trois grands sujets sur le particulier et 3 grands sujets sur l'entreprise. Ok, super intéressant. Et ouais, là, je l'entends. Hein. J'ai vu passer un post il y a pas longtemps sur LinkedIn de justement la femme qui vient d'accoucher, qui a fini son congé maternité. La reprise dans l'entreprise, c'est très compliqué. C'est compliqué aussi bien du point de vue perso que du point de vue pro pour la personne qui reprend. C'est compliqué pour l'équipe qui a fait sans la personne, ou enfin, sauf si elle a été remplacée, mais c'est même pour la structure, c'est compliqué. Donc oui, il y a un besoin en fait. Il y a un besoin. Et il y a un besoin sur fond de... une période qui est compliquée pour la maman, puisque elle a l'impression qu'il faut choisir entre son enfant et sa vie pro. Enfin, c'est tout ça qui est intéressant. Ok. Et du coup, toi, tu bosses principalement, enfin, tu vois, du coup, comme tu as quand même été expat, aujourd'hui, tu bosses principalement ici. Est-ce que tu bosses un peu plus à l'international? Qu'est-ce que toi, t'aimerais justement? J'aimerais développer l'international, ça c'est clair. J'ai la chance de faire un métier où 80% de mes séances sont en visio. Ouais. Donc, je peux bosser d'où je veux. C'est juste une question de checker les fuseaux horaires. Ouais. Oui, moi, j'aimerais développer l'activité à l'international. Ça, c'est clair. Après, c'est peut-être pas encore pour de suite. On va voir ce que me réserve l'avenir. Mais oui, et c'est cette facilité de pouvoir travailler d'où je veux, tant que j'ai une bonne connexion Wi-Fi. Ouais. Parce qu'après, moi, la connexion avec les gens, je l'ai. Et c'est ça aussi la force de l'accompagnement, c'est que je vais avoir cette connexion et cette intuition qui me fait dire, là, la personne, elle me dit qu'elle va bien, mais en fait, moi, je sens que ça va pas, quoi. Ouais. Voilà. Et justement, on en parlait un peu tout à l'heure, mais c'est intéressant. C'est quoi un peu... toi, l'accompagnement, ça dure combien de temps? Tu vois, quelqu'un vient te voir, combien de temps à peu près? 1, 2, 3, 4, 5, enfin, tu vois. Alors, un peu... c'est vrai que c'est hyper compliqué. C'est une question qui est hyper compliquée à répondre. Alors, en moyenne, s'il faut donner une moyenne, je viens du monde des chiffres, donc il faut donner une moyenne. On va dire que c'est entre 4 et 6 séances. Maintenant, je fais jamais le même accompagnement. 2 personnes vont venir pour la même thématique. Ça sera jamais le même accompagnement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand une personne me sollicite, on fait toujours cet appel découverte. Et en fait, c'est à partir de cet appel découverte, si jamais il y a le fit, si jamais la personne se sent en confiance, que je vais revenir vers la personne pour lui dire, voilà, selon moi, dans votre situation, il y a tel sujet à aller voir, et donc voilà la proposition d'accompagnement. Je sais pas à l'avance, en fait, combien je vais faire de séances. C'est vraiment de ce que m'aura raconté la personne et du ressenti que j'ai que je partage et que je dis, voilà, pour moi, il y a tant de séances à faire. Okay. Maintenant, une moyenne, de ce que j'ai pu voir, une moyenne, on est entre 4 et 6 séances. Okay. Mais tu vois, j'ai des personnes que j'ai accompagnées depuis 4 ans. Mais que j'ai accompagnées depuis 4 ans, pas sur le même sujet. Ce sont des personnes qui se sont remises d'un burn-out. Elles viennent au départ pour un premier sujet et en fait, il y a une autre problématique. Et qui se greffe. Et en fait, elle se dit, écoute, ça marche très bien avec toi, autant continuer parce qu'il est content. Mais ouais, complètement. Ok, super. Écoute, franchement, c'est vachement intéressant tout ça. Et justement, donc, tu as commencé à aborder la partie les clients, trouver les clients. Donc, on va passer maintenant à la deuxième partie et on va voir un petit peu comment toi, tu fais pour trouver tes clients. Oui. Maintenant, passons au cœur du podcast avec la deuxième partie, à la conquête des clients. Ok, donc on est sur la seconde partie qui est le temps fort de ce podcast. Comment, justement, toi, tu fais pour trouver tes clients aujourd'hui? Là, ce qui me vient intuitivement, c'est comment tu faisais au départ pour trouver tes clients. Comment, peut-être, aujourd'hui, tu fais? Est-ce que c'est la même manière? Tu vois, donc voilà, dis-nous tout, partage-nous tout. Alors, ça va peut-être pas te plaire ce que je vais dire, mais moi, je fais rien. Non, je m'entends. J'ai pas une démarche proactive de prospection. D'accord? Non, mais moi, je suis hyper ouvert à entendre toutes les manières de faire, tu vois. Par contre, évidemment, ce que j'ai réalisé au cours du développement d'Ascaia, c'est que j'ai besoin de me montrer. Pourquoi? Parce que j'ai besoin que les gens me voient. J'ai besoin que les gens me voient pour, qu'ils aient confiance, qu'ils se disent, voyons, est-ce que ça vibe, je la sens bien ou pas, et qu'ils puissent aussi voir comment je travaille. D'accord? Donc, moi, en gros, en termes de démarche de recherche de clients, c'est juste, je me montre. Ouais, non, mais c'est une manière de prospecter. Quand je dis je me montre, c'est aller à des événements, évidemment que naturellement quand je vais à des repas chez des amis ou des événements, je parle naturellement, et il y a aussi se montrer sur les réseaux sociaux. Et en fait après, je pense que
ma personnalité et mon storytelling qui se fait, on va dire, naturellement, parle pour moi. Et c'est vraiment si les gens vont se sentir en confiance qu'ils vont venir vers moi. Donc après, j'ai pas de démarche proactive. C'est-à-dire que je ne vais pas chercher du client. Mais par contre, ce que je ne faisais pas au départ, puisqu'au départ, je n'étais pas sur les réseaux sociaux. J'avais juste fait mon site internet. Maintenant, je me montre sur les réseaux sociaux parce que, en fait, je suis sur une thématique où les gens qui viennent me voir, en général, quand ils ont le déclic de venir me voir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément bien dans leur vie. D'accord ? Donc, en tout cas, il y a une source d'inconfort, voire de souffrance, et ils ont besoin de solutionner cette source, mais le déclic de se dire « go, j'appelle Amaya » peut prendre du temps. Souvent, il y a entre 3 et 6 mois, entre le moment où on donne mon nom et le moment où la personne se décide à venir me voir. Pour différentes raisons, la personne se dit « non, mais je vais y arriver toute seule, non, mais j'ai pas besoin d'aide, oh là là, ça me fait peur. » Oui, les gens au départ te connaissent pas suffisamment. Ils ne connaissent pas suffisamment, et ils ont besoin d'observer. Donc souvent, ce que je constate, c'est que la personne va commencer à me suivre sur les réseaux ou une personne que j'accompagne va me dire « Amaya, j'ai parlé de vous à Janine, Micheline, et donc si vous avez ce prénom-là qui vous appelle, c'est moi. » Ok. Sauf qu'en fait, souvent, entre le moment où on donne mon nom et le moment où on m'appelle, il y a 3 mois. 3 à 6 mois. Okay. Et pendant ces 3 à 6 mois, les gens vont venir voir sur les réseaux, vont venir voir le site, et il y aura cette période d'hésitation, en tout cas voyons, elle fait quoi, comment ça se passe, et go, j'y vais. Ouais, non, mais c'est super intéressant, et c'est ce qui ressort de manière globale dans les podcasts que je fais, c'est que de toute façon, les gens vont pas venir du jour au lendemain. Tu vois, moi, il y a le premier podcast, Ramon Shaw, il me disait, ses clients, c'est entre 1 à 2 ans, tu vois. Mais, et en fait, il y en a plein, hein, mais c'est normal, les gens, ils ont besoin de voir plusieurs fois. C'est sûr. On te dit, alors, il y a l'adage qui dit, il faut que les gens viennent voir 7 fois. D'accord. Mais ça, c'est sans les réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, comme les infos vont tellement vite, c'est démultiplié. Mais en effet, les gens, ils ont besoin de venir plein de fois, voir ce que tu fais, pour être sûr que c'est avec toi qu'ils veulent faire, parce que il y a vraiment cette confiance les gens doivent vraiment avoir confiance en toi. Donc, du coup, donc tu fais beaucoup d'événements, du coup? Non, pas... je suis pas très très bonne élève, pas beaucoup. Il faudrait que j'en fasse plus. Okay. Mais il faut aussi arriver à trouver le temps de faire les événements, de prendre des événements quali, enfin, en tout cas d'aller dans des événements qui font sens, de pas faire tout et n'importe quoi, d'avoir ce tri des événements qui make sense pour toi. Non, après c'est... Les événements, honnêtement, si je suis honnête, c'est 80% ça va être les réseaux et 20% les ouais, donc toi, t'es plus principalement réseau. Réseau. Et justement, c'est quoi donc tu dis que tu te montres sur les réseaux, qu'est-ce que tu fais concrètement, tu vois? Je fais des vidéos. Non, je déconne. Je plaisante. Non, mais je me mets, en fait, je communique je communique avec ma personnalité. Déjà, c'est lesquels les réseaux? Alors, je suis sur Instagram. Ouais. Je voudrais développer LinkedIn, mais voilà, j'ai une phase d'observation là aussi. Moi, j'ai une phase d'observation, mais les réseaux, c'est essentiellement Instagram. Okay. Et en fait, Instagram me permet, par le format des Reels ou des Reels, de me mettre en scène, mettre en scène sur des thématiques qui permettent en fait, la mise en scène va permettre aux prospects, ou en tout cas à la personne qui s'interroge de savoir est-ce qu'elle vient vers moi ou pas, de se dire j'aime bien sa personnalité, en fait elle est marrante, elle me fait rire, ou tiens, là elle m'a montré que sur tel sujet voilà comment elle abordait les choses. En fait, ça va vraiment permettre aux personnes de se projeter, voilà, avec un côté un peu ludique, puisque le côté humour fait partie de ma personnalité et fait que l'accompagnement peut être certes compliqué, c'est-à-dire qu'il pourrait être intense, mais qu'on va se marrer normalement. Voilà. Et quand tu dis que c'est des mises en scène, c'est quoi exactement parce que tu dis qu'il y a de l'humour, mais concrètement, les gens qui te connaissent pas, c'est quoi? C'est des vidéos c'est des contenus que tu prépares? Ouais, c'est sur des sons audio de films ou comme ça, où je vais reprendre et puis je vais adapter à la situation, à la situation de l'accompagnement, quoi. Donc, il y a un côté un peu loufoque, si je puis dire, mais il y aura cette composante humour. Voilà. Ok. Ouais. Et donc, toi, du coup, tu fais ces posts-là, c'est ce que tu fais principalement, c'est ça? Ouais. Après, il y a des posts d'explication aussi, des posts où la personne aura à lire les posts et tout ça. Mais
je pense que c'est les posts vidéo qui fonctionnent le plus puisqu'ils arrivent à convaincre de la personne que je suis. Mais oui, de toute façon, parce que de toute façon, aujourd'hui, de toute façon, la vidéo, c'est le format qui est le plus développé. Et en plus de ça, ils peuvent voir ta manière de parler, ils peuvent voir ce que tu dégages. Complètement. En fait, on peut voir plein de choses qu'on peut pas forcément voir sur un post écrit. Mais oui. Donc, c'est beaucoup plus parlant. Complètement. La voix, enfin, il y a plein de choses. Ouais. Et justement, est-ce que tu as fait ces posts-là dès le départ? Pardon, je rigole parce que moi, ça a été un concept de me lancer sur les réseaux. C'est-à-dire que moi et la visibilité, au départ, ça a été compliqué. Donc... Ouais, justement, tu me dis, au départ, tu as eu donc le bouche à oreille. J'ai mis un an avant de me lancer sur les réseaux. Je me suis lancée officiellement en 2020. Ouais. Je pense que j'ai créé le compte Instagram d'Askaya en 2021, fin d'année 2021. Okay. Et c'était vraiment parce que j'avais des personnes que j'accompagnais qui me disaient « Non mais Amaya, on parle de vous, il n'y a plus personne qui va voir les sites, mettez-vous sur Insta. Ouais. Mais je veux pas parce que j'avais cette appréhension de faire comme tout le monde ou de devenir l'influenceuse et j'avais pas envie de ça. En fait, il m'a fallu du temps et beaucoup de cartes mentales, parce que je m'en suis fait à moi-même, pour me dire « Mais c'est bon, je peux trouver ma patte à moi et ma façon de faire à moi, mais j'y vais en trouvant une façon qui soit juste pour moi. » Et donc, au départ, j'ai commencé avec juste des posts écrits. Okay. Et puis après, je me suis mise en scène. Et après, j'ai un côté créatif chez moi et un côté joueur qui fait que ça me faisait marrer. Et donc, je me dis, voyons, je vais faire. Et au pire, ça plaît pas. C'est pas grave. Ouais. Enfin, c'est pas bien grave. Et du coup, j'y ai pris plaisir. Et même encore aujourd'hui, ça m'amuse. Voilà. Donc après, c'est juste une question de trouver le bon rythme pour toi entre tes séances, les publications, tourner, parce qu'en fait, ça prend énormément de temps, comme ce que toi tu vis dans ton quotidien. Tourner un réel Insta, tu le vois, ça dure 30 secondes, ça t'a pris 2 heures pour le faire. Justement, ouais, toi, c'est quoi ton rythme et combien de temps ça prend, justement? Je suis pas régulière, donc je suis pas la bonne élève. J'ai été régulière, mais en fait, il y a aussi... C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a aussi les moments de vie où, en fait, il y a des fois, tu vas pas pouvoir... Ouais. Oui, c'est bien de poster 2-3 fois par semaine, mais en fait, tu as la vie qui continue, tu as les séances, tu as ton quotidien. Donc, le 2-3 fois, j'essaie de le tenir. Et en général, c'est une bonne journée par semaine, le temps de tourner et tout ça, quoi. Ouais. Enfin, on dirait que je suis une grosse productrice. Non, mais en fait, oui, quand essayer de faire 1 ou 2 réels par semaine, oui, ça te prend une demi-journée entre tu filmes, tu fais les montages, et puis tu commentes et t'interagis. Donc, ouais, ça prend du temps, en fait. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que moi, là, actuellement, en fait, je propose un format qui... je vais animer un atelier, notamment, où je vais montrer comment... quand tu partages du contenu face caméra, comment maintenant tu peux même avec les IA t'aider et que ça prenne moins de temps. Ouais. Et justement rendre ça beaucoup plus digérable et beaucoup plus facile à intégrer dans son planning, tu vois, pour pas que ça te prenne... parce que tout le monde n'est pas vidéaste, tout le monde n'est pas monteur pro. C'est clair. Et aujourd'hui, on a des outils comme les intelligences artificielles qui permettent de gagner pas mal de temps et de se décharger du travail. Et il faut pas hésiter à les utiliser. C'est clair. Ouais. Et est-ce que tu as vu la différence au moment où tu faisais pas les réseaux et quand tu t'es mis à les faire? Même là, parce que je ralentis. À partir du moment où je ralentis le rythme de publi ou comme ça, tu peux être sûr que je vais le voir dans les répercussions sur mon chiffre d'affaires. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme il y a ce process de les gens ont besoin de temps, moi, les vidéos, c'est comme des petites graines. Et en fait, c'est juste, je sème pour dire, les gars, je suis là, voilà ma vibe, voilà ce que je fais. Et en fait, moi, il y a cette notion de, pour peu que la vidéo arrive au bon moment, parce que la personne, elle est pas bien, et ce que tu vas dire dans la vidéo va rentrer en résonance avec ce qu'elle vit, c'est ça qui va déclencher l'appel. Et donc, oui, clairement, moi, quand je ne communique pas, ou quand je lève le pied sur la communication, je le ressens dans mon activité. Ouais. Et c'est frustrant, parce que du coup, il faut arriver à trouver ce bon rythme pour soi. Voilà. Non, mais tu vois, c'est super important de se dire qu'aujourd'hui, quand même, de prendre un peu de temps pour mettre sur les réseaux sociaux, c'est hyper important et ça fait partie d'une stratégie de prospection et qu'il faut pas négliger, tu vois, parce que au premier abord, tu te dis, ouais, je mets des posts, mais j'ai pas de retour. Après, voilà, il faut aussi réfléchir à tes posts. Il y a vraiment tout ce travail-là. Ouais. Parce que on parle du montage, de tourner et tout ça, mais en fait, moi, ce que je trouve le plus important, c'est je me pose, c'est quoi que je veux dire dans mes posts, quel type de post, le contenu en soi est hyper important. Et ça, ce brainstorming-là,
il est hyper important et il est vital. Et après, il y a tout ce temps de tournage et tout ça, et de graphisme, on va dire, pour les posts sur Canva. Mais en fait, effectivement, qu'il ne faut pas négliger cette communication-là et que ça prend du temps. Ouais. Et là, ce qui me vient, c'est du coup, comment tu faisais avant Instagram, tu vois, parce que tu me dis c'était vraiment que les gens qui en parlaient. C'était que les gens qui en parlaient. C'est-à-dire que toi, tu faisais sur ça. Ouais, tu faisais une séance et puis t'arrêtais là. J'ai arrêté là, j'avais même pas besoin de leur demander qu'ils me recommandent. Okay. C'est que tellement ils étaient mieux. T'as l'air trop bien, t'as fait quoi ? Bah, j'ai vu Amaya. Mais c'est quoi ça ? C'est qui ? Et voilà. Et en fait, vraiment, la première année, ça ne s'est fait que comme ça. Et t'as réussi, à en vivre ? Ouais, vraiment. Ouais, franchement. Franchement, oui, je sais que ça peut être ralent. Je sais que beaucoup de personnes n'arrivent pas quand elles se lancent. Voilà, maintenant, c'est la vérité, donc autant le dire. Ouais. Et effectivement, il y a chez des personnes... T'as certains contextes qu'on maîtrise pas qui font que ça va prendre, chez d'autres non, tu vois, moi je suis... Après, il y a des fluctuations, il y a des mois et ça c'est le quotidien du chef d'entreprise où t'as des mois où tu vas faire un super chiffre d'affaires, le mois d'après 2 fois moins, mais l'un dans l'autre ça va se compenser. Oui, tu lisses. Lisser sur... franchement, je suis très contente, mais pourquoi ? Parce que je pense que j'ai vraiment trouvé ce pourquoi je suis faite et qu'il y a ce côté, je suis à ma place, je suis bonne dans ce que je fais, alors avec toute l'humilité que je peux avoir, mais en tout cas, il y a cette notion d'efficacité. Et où du coup, les gens, ils n'ont aucun problème à dire « Non, mais appelle Amaya, vraiment ». Et c'est marrant parce que c'est vraiment eux qui font ce travail-là pour moi, quoi. Ouais. J'ai même pas à le demander. Tu vois, on pourrait penser que tu pourrais dire « Vous n'avez pas quelqu'un à me recommander ?» Je le fais même pas. Ouais, tu vois, moi, je demande, un petit avis Google. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai pas d'avis Google parce que je me suis pas... voilà, c'est peut-être un axe d'amélioration, mais j'ai pas d'avis Google. Ouais. Mais il y a vraiment ce truc-là, appelle Amaya. Voilà. Incroyable. Et donc, du coup, les gens, ils te voient, ils vont dire, bon, ok, je vais passer le cap. Souvent, c'est quoi ? Parce que tu proposes, tu m'as dit une demi-heure, c'est ça ? Ouais, en fait, on fait le premier appel d'une demi-heure. À la fin de cet appel, je leur demande s'ils se sentent en confiance. Parce que le prérequis pour qu'un accompagnement soit réussi, aussi bien du point de vue de l'entreprise que du point de vue perso, c'est que la personne, elle se sente en confiance. C'est-à-dire qu'elle doit être en mesure de me parler de tout. Parce que oui, la personne vient me voir pour le business, mais peut-être qu'on sera amené à parler famille, santé, sexualité, peu importe. Enfin, il faut en tout cas qu'il n'y ait pas de filtre. Ouais, bien sûr. Si la personne, elle a le fit et qu'elle se sent en confiance, moi, derrière, je prends 1 heure ou 2 heures pour faire un travail préparatoire. Je reprends mes notes de ce qu'on s'est dit, tout ça. J'écoute ce que mon intuition me dit et je reviens vers la personne en lui disant, ben voilà pour moi les sujets qu'il faut aller voir. D'accord ? Okay. Ça. Je donne les thèmes. Par contre, en fait, la force de l'accompagnement, c'est que je donne la big picture, je donne l'idée générale de ce dont on va parler, mais la personne ne connaît pas la porte d'entrée. Elle ne sait pas comment on va aborder le sujet. Je vais te donner un exemple. Sur un désir d'enfant, par exemple, il y a une fois, une personne, je lui dis, deuxième séance, on va parler maternité. Make sense. C'est d'avoir un enfant, on parle maternité. Oui, logique. Ça fait sens. La personne est arrivée et je lui dis, voilà, c'est quoi être maman pour vous ? Et là, moi, pendant 10 minutes, je me tais. Donc en fait, il y a cet effet de surprise où la personne sait grosso modo de quoi on va parler, mais elle ne sait pas comment on va aborder le sujet. Et du coup, il y a vraiment cet effet de surprise et où les personnes pendant 10 minutes vont lâcher des choses qu'elles n'auraient pas lâchées parce que le mental n'aime pas le silence, donc il va essayer de le combler. Il va dire des choses et moi, c'est des pépites parce que je vais aller creuser. C'est super intéressant ce que tu dis et j'adore, on a peur des blancs, alors qu'au contraire, c'est un superbe outil. Et notamment, je le vois, par exemple, je fais un pont, mais quand tu fais de la prospection et que tu parles avec quelqu'un, mais laisse des blancs, en fait, parce que la personne, en fait, elle va parler. Et oui, elle te donne des infos. Voilà. Donc après, c'est pas forcément confort pour donc l'accompagné qui me voit où je me tais et je note, tu sais, derrière mon écran, et ils entendent que je note, mais c'est ça la force en fait. Et donc après, une fois que j'ai dit aux personnes, voilà les thèmes qu'il faut aller voir, c'est eux qui voient s'ils ont envie de faire ou pas. Ouais. Voilà. Et ils sont en mesure, ils sont en droit de dire, en fait, non, Amaya, je le sens pas. Et il y a des fois des personnes qui me disent, en fait, Amaya, tout ce que vous m'avez dit, ça résonne. Par contre, je sais que si je commence ce travail-là, il y a énormément de choses qui vont bouger dans ma vie et je sais pas si j'y suis prêt. Et c'est OK. C'est OK. Moi, je sais que j'ai fait mon taf. Je leur ai dit, je leur ai partagé ce que je pensais nécessaire pour eux. Ouais, bien sûr. Et du coup, on va parler chiffres. Ouais. Justement, un peu, c'est quoi en moyenne le nombre de gens qui te contactent et aussi, suite à cet appel-là,
combien vont devenir clients? Tu vois, un peu, pour voir un peu, voilà, en termes de chiffres, comme c'est un peu ton domaine aussi. 90%. Ah ouais, c'est quand même impressionnant. Hein. Mais ouais, parce que en général, parce que aussi, il faut prendre cette composante-là, c'est qu'en général, quand les gens se décident à m'appeler, c'est que vraiment... Ouais, ils ont déjà... Ils en peuvent plus de cette situation inconfortable. D'accord ? C'est-à-dire que les 3 à 6 mois où ils ont commencé à me regarder et à avoir mon nom, ces 3 à 6 mois leur ont permis de prendre conscience que là, c'est compliqué. Ouais. Donc, il y a cette composante-là qui aide. C'est-à-dire que quand on me contacte, c'est que vraiment, on a besoin d'aide. Et après, il y a aussi, je pense, le fait qu'il y a ma personnalité, ma façon d'aborder les choses qui fait qu'ils ont confiance et ils se disent, bah go, j'y vais, en fait. Ouais. Ok. Plus la recommandation de tous les autres qui ont dit, mais oui, appelle Amaya, va voir, c'est trop Non, mais génial. Et là, par rapport est-ce que tu vois le fait de faire... donc, les personnes qui vont parler de toi plus Instagram, et depuis que tu as lancé et que maintenant aujourd'hui, tu as vu quand même que ça se développe vraiment, tu vois, depuis que tu as lancé le début d'Instagram à aujourd'hui, globalement, tu as fait un peu le même type de vidéo depuis le départ? Oui. Voilà. Mais tu vois qu'il y a quand même une évolution parce qu'il y a ce côté aussi effet cumulé, quoi. Complètement. Ouais, c'est clairement le lancement sur les réseaux a participé au développement de la base de prospects, si je peux dire ça comme ça. Mais en fait, oui, je touche beaucoup plus de personnes. Donc, c'est beaucoup plus facile, du coup, de faire des propositions et de faire rentrer, du coup, du chiffre d'affaires. Ok. Donc, pour synthétiser, tu as d'abord vu des besoins. Ouais. Tu as apporté une solution, ça a beaucoup plu parce que finalement c'était aligné avec qui tu étais, avec tes compétences, tes connaissances et donc tu as pu vraiment apporter une solution qui a changé la vie des gens et de toute façon je pense que quand tu es dans ce chemin-là, ça ne peut que l'autoroute, quoi. Ouais, complètement. Donc tu as eu ça, tu as eu au départ donc juste le bouche à oreille t'accompagne, les gens parlent de toi, donc c'est génial. Et ensuite, tu as activé donc, les réseaux sociaux et notamment Instagram. Exactement. Donc, tu as fait des posts, des shorts où tu essayes d'en faire 2 à 3 par semaine, voilà, c'est ça? Exactement. Et donc, du coup, après, justement, par effet cumulé, il y en a de plus en plus. Et donc, plus en plus de monde te voit. Et vu qu'il y a plus de posts, les gens vont se dire « Ah oui, c'est génial. Ah oui, je valide. Ah, je confirme. » Il y a de plus en plus de posts, il y a de plus en plus de personnes accompagnées. Donc, du coup, ça fait effet boule de neige, quoi. Ouais. Ça grossit, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi que tu voudrais peut-être améliorer, modifier, tu vois? J'ai envie de te dire, si tu n'avais pas de contraintes, si vraiment tu pouvais tout faire, on oublie peut-être la contrainte financière, la contrainte de temps, qu'est-ce que tu voudrais faire là justement pour développer tout ça? Moi, j'aimerais vraiment être plus proactif sur tout ce qui est entreprise. Ouais. Je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas activé le réseau social de LinkedIn et que c'est dommage parce que je sais que je ne me montre pas sous cet aspect-là. C'est-à-dire que là aussi, en fait, sur les entreprises, j'attends qu'on vienne me voir et me demander parce que les gens savent que j'ai cette technicité sur Excel et sur les contrôles de gestion, mais aussi que j'arrive à faire parler les gens et tout ça. Donc, je passe très bien avec des entrepreneurs, avec des équipes. Mais par contre, je ne suis pas proactive. Et là, clairement, sur les réseaux sociaux, sur le réseau de LinkedIn, je sais que j'aimerais développer, en tout cas commencer à m'y mettre, quoi. Mais toujours pareil, trouver une manière de communiquer et de poster qui me ressemble à moi. Oui, bien sûr, c'est important. Voilà. Et c'est quoi le type d'entreprise? Je me dis, voilà, de toute façon, le podcast, il y aura des extraits, il va être publié sur LinkedIn, donc potentiellement, il y a des entreprises qui vont voir le podcast. C'est quoi le type d'entreprise que toi, t'aimerais... est-ce que c'est global ou il y a quand même un type d'entreprise que t'aimerais accompagner, tu vois? En général, c'est quand même des petites entreprises. Entre, ça part du solopreneur aux entreprises de 15-20 salariés, d'accord. Donc c'est ça, c'est essentiellement apporter mon soutien et mon accompagnement pour le chef d'entreprise, donc le directeur, le chef d'entreprise, mais aussi ses équipes managériales et aider l'ensemble des équipes. Mais c'est en général des petites structures. Et de ce que j'ai vu, des structures qui sont venues vers moi, c'était souvent des entreprises familiales. Ok.
Voilà. Intéressant. Où il y avait ce côté transmission, et du coup, ça peut être compliqué de prendre le relais derrière des parents qui ont fondé quelque chose. Ouais, puis il y a tout le côté émotionnel qui rentre en compte, qui rentre en jeu. Et le niveau familial, donc c'est ça, en général, la typologie des entreprises qui viennent vers moi. Donc, c'est intéressant parce que ça te donne des pistes, toi, sur LinkedIn, pour aller chercher. Cibler. Mais que je n'ai pas encore fait. Voilà, Okay. j'ai les pistes, j'ai tout le plan d'action qu'il faut que je fasse, mais voilà, ça... peut-être pour fin d'année ou début 2025, quoi. Non, mais en tout cas, c'est cool parce que tu sais que là, tu peux activer tout ça. C'est juste, faut le faire, quoi. Il faut le faire, complètement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage. C'était super intéressant. Merci à toi. Et maintenant, on va passer à la dernière partie. Ok. Finissons ce podcast avec la troisième et dernière partie, l'impact de la vidéo. L'idée, c'est vraiment de voir, toi, qu'est-ce que tu penses de la vidéo dans l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Oui. Voilà. Oui, mais où il y a le côté un peu amusement, un Ouais. côté un peu divertissement. Je sais pas si des grosses entreprises pourraient faire ce genre de choses-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après là, de toute façon, l'idée, c'est vraiment par rapport à toi, moi, toi et potentiellement aux gens qui vont pouvoir s'identifier à toi. C'est intéressant parce que tu fais de la vidéo, il y a ce côté humour, mais ça plaît, ça amène un côté décontracté, complètement. un côté c'est cool, quoi. Donc il y a une approche, ça crée moins de barrières potentiellement, tu vois. Complètement. Donc, et les gens peuvent voir ma personnalité et se projeter du coup à ok, si je l'appelle, voilà potentiellement comment je vais être reçue. Enfin, la vidéo va permettre à la personne de se projeter et de se dire voyons la personne et du coup de les rassurer et de leur donner confiance. Donc tu as quand même une bonne vision, enfin toi là, tu as quand même une vision positive de la vidéo. Complètement. Quoi. Après, je dis pas que ça a été facile de le faire. C'est-à-dire que là, à aujourd'hui, je suis à un stade où c'est OK pour moi de me filmer. Ça a été quoi justement le cheminement, horrible, tu vois? Horrible. J'y suis arrivée, mais les premières vidéos, voir ma tête, voir quand tu bafouilles, c'est hyper compliqué. C'est un exercice qui est hyper challengeant de se voir et de te voir. Parce que dans la vie, tu te vois pas, dans un miroir, mais tu te vois pas. Les enregistrements vidéo, déjà pour préparer des entretiens et tout ça, c'est hyper important. Mais les enregistrements vidéo te remettent face à toi-même et à ce que tu dégages. Et donc du coup, les premières vidéos, ça a été compliqué, quoi. Et encore, le miroir, je fais une petite parenthèse par rapport à ça. Il y avait une coach que j'avais vue, elle dit, tu te vois, mais reste vraiment et regarde-toi vraiment. C'est clair. Et là, c'est un autre exercice. Hyper dur. Mais c'est hyper dur. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'exercices de développement personnel qu'on te fait faire devant un miroir, à te regarder dans les yeux. Je peux te dire que ça vient de te chercher, quoi. Ouais. C'est sûr. Donc, moi, ça a été tout un cheminement. Et après, ça a été un travail sur soi par rapport à la confiance, par rapport au fait de se dire, mais en fait, si je m'amuse, c'est quoi le but? Le but, c'est que les gens, ils me voient, qu'ils me connaissent, qu'ils puissent me capter et capter ma vibe. Donc, en fait, c'est juste ça, mon objectif de vidéo. Donc, en fait, on se détend. Je fais les vidéos. Bon, il y a peut-être des fois, elles sont pas quali ou elles ont pas la répercussion, le nombre de likes que tu pensais avoir. Mais c'est pas grave, en fait. Parce que toi, l'objectif, c'est quoi? C'est que tu continues à être visible, à dire aux gens qui sont là à te regarder, voilà ce que je fais, voilà comment je le fais. Et quand ça sera le bon moment pour vous, appelez-moi. C'est juste ça. Non, mais c'est intéressant parce que de toute façon, je sais pertinemment que des personnes qui vont écouter ou visionner ce podcast, je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui voudraient passer devant la caméra pour faire des contenus, mais qui vont avoir tous ces blocages de la vision de soi-même et qu'est-ce que vont penser les gens de moi. Complètement. Et moi, je sais que y a ce côté aussi l'hyper-exigence. Ouais. Tu vas tourner le truc et tu vas avoir un micro-détail. Tu as d'autres personnes qui diraient « Ouais, c'est bon, allez, on la lance. » Non, moi, pour un mini-truc, non, il faut que ça soit bien. Et donc, du coup, ça a été un sacré cheminement de se lancer dans ça. Après, c'est aussi trouver, de garder le plaisir. Moi, en tout cas, pour moi, c'est de garder l'amusement et le plaisir. Si je dois faire la vidéo pour faire la vidéo, parce qu'on a dit qu'on postait 3 fois par semaine... Oui, si ça devient une contrainte... Une contrainte, laisse tomber. Non. Effectivement, il faut que ça reste un plaisir. C'est pour ça. Et parce qu'en fait, les gens vont le voir quand tu prends plaisir et quand tu t'amuses, plutôt que quand tu fais pour faire, en fait.
Non, mais je suis totalement d'accord avec toi et c'est pour ça qu'il faut vraiment Enfin, c'est facile à dire, Oui. mais c'est un travail et je suis passé par là moi-même. Tu l'as passé et donc c'est quelque chose qui est possible et il faut surtout se détacher effectivement de t'as un cheveu qui est comme ça. Oui. Parce qu'en fait, toi, tu le vois, Mais ça- les gens ne le verront pas. Complètement. Et en fait, c'est pas le détail auquel ils vont penser. Et même, tu vas dire, ouais, ils vont me juger. Mais en fait, les gens, ils pensent à eux. Et ils vont penser, ce soir, je dois faire mes courses. Ce soir, j'ai telle problématique. C'est ça. Et en fait, on s'en fait toute une montagne en pensant que les gens, ils vont focaliser sur ces détails. Oui. Mais ils ont autre chose à Mais faire. c'est ça, complètement. Donc, il faut arriver à se détacher de ça et se dire, go, je le fais. Et au pire, tu te plantes ou le truc, il est... Bon, tu feras attention la prochaine fois. Mais oui, c'est ça. Et de toute façon, le but, c'est que faut se lancer. Tu t'améliores au fur et à mesure. Complètement. Et plus ça va, plus tu maîtrises, plus tu connais, plus tu intègres. C'est comme le permis de conduire. Au départ, tu dois faire attention à tout. Tes premiers créneaux sont Mais pas... oui, tu vois. Maintenant, ça devient hyper naturel et tu fais des choses de mieux en mieux parce que c'est naturel et c'est exactement pareil. Ouais. Et tu vois, moi, par exemple, quand j'envoie des messages vidéo via LinkedIn, je les fais en direct. Quand je prends mon téléphone, bam, je parle. Ouais. Et en fait, je me dis, de toute façon, je fais des je fais des couacs, je fais des bafouilles. Mais en fait, ça reste humain. Complètement. Et la personne qui est en face, en fait, limite, c'est comme si tu lui parlais en face. Je sais pas, enfin, on se parle autour d'un café ou même maintenant, ça m'est arrivé de faire des petits cafouillages, mais c'est normal parce que c'est humain. Et donc, du coup, la personne qui va voir la vidéo, elle va se dire, ouais, mais en fait, c'est juste une personne humaine et c'est limite rassurant, tu vois. Complètement, parce que le naturel est là. Donc ouais, je te rejoins à 200% que c'est c'est bafouillement, c'est pas grave, quoi. Ok, donc là aujourd'hui, t'as tes posts, tu fais ça 2 à 3 fois par semaine, ok. Je vais te poser un peu la même question que tout à l'heure, c'est par rapport à la vidéo, demain, t'as plus de contraintes d'argent, plus de contraintes de temps, qu'est-ce que t'aimerais faire? Est-ce que tu te suffis de ça? Ou est-ce que t'aimerais faire d'autres trucs un peu plus stylés? Alors là, l'instant T, comme j'y ai pas pensé... Mais moi, je te mets la pensée dans la tête. Ça. Merci pour la petite graine que tu plantes. Là, honnêtement, je dirais, je me suffis de ça. Ok. Mais effectivement, qu'il y a peut-être un moyen, du coup, par la vidéo, de se présenter différemment. Enfin, en tout cas, il y a peut-être quelque chose à faire. Mais là, à l'instant T, c'est pas quelque chose qui me parlait, auquel j'avais pensé, quoi. Bon, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que tu auras des extraits de ce podcast que tu pourras réutiliser et mettre sur les réseaux, tu vois. Ok, très bien. Et je sais pas, est-ce que, par exemple, j'y pense, mais avoir des témoignages de tes clients vidéo, tu vois, est-ce que ce serait un truc qui pourrait être intéressant? Alors, c'est vrai qu'il y en a certains c'est challengeant pour eux. En fait, déjà, je les ai challengés pendant le... En fait, moi... Je me dis, comme ils ont été challengés, c'est petit step en plus, tu vois. Mais en fait, j'allais dire oui, mais non. J'y ai pensé. Mais pour l'instant, moi, je reste aux témoignages écrits, qui sont déjà très forts. Et qui font partie, tu vois, ce que je disais, les recommandations. Les premiers posts que j'ai fait sur Insta, c'était des posts de témoignages, où les gens partageaient ce qu'ils avaient vécu. Effectivement, la vidéo pour faire les témoignages, ça pourrait être top, mais je sais que c'est du coup les pousser, eux, à s'afficher, à peut-être se confronter à leur image d'eux. Et donc, je sais pas si je serais prête à... Je pense que oui, ça pourrait être percutant, que ça pourrait faire sens au niveau business et ça pourrait encore plus convaincre, mais je sais pas si je suis prête à infliger ça, si je puis dire, à la personne. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, tu disais du coup que toi, en fait, c'est intéressant parce que j'avais pas pris conscience de ça tout à l'heure. Les posts écrits, c'était des témoignages clients, du coup. Les premiers, en fait, il y avait des explications sur ma façon de travailler. Par exemple, j'expliquais le process, j'expliquais l'entretien découverte, j'expliquais la proposition d'accompagnement, j'expliquais une séance. Donc ça, il y avait des posts très explicatifs, mais il y avait aussi le retour d'expérience. Et parce que et souvent, c'est ce qui a convaincu la personne de me contacter. En fait, quand la personne va sur mon profil et qu'elle lit les témoignages et qu'elle s'identifie, elle y va. Parce que une personne qui a vécu un burn-out aura forcément... deux personnes qui ont vécu un burn-out, même si c'est pas les mêmes raisons, tout ça, il y a quand même des similitudes. Il y a quand même des ressentis, des émotions qui sont les mêmes. Un couple qui atteint un enfant ou qui veut avoir un enfant, qui n'y arrive pas, il y aura des similitudes et donc ils pourront se reconnaître. Et donc en fait, moi effectivement, les premières choses, c'était des posts sur les témoignages. Non mais de toute façon, il n'y a pas photo. Hein.
il faut se montrer et il faut montrer que les gens sont contents. Et c'est ça qui va vraiment... Puis au-delà de montrer ce qu'ils sont... Enfin, pardon, non, vas-y. Mais au-delà de montrer la satisfaction du client, pour moi, c'était vraiment aussi... c'était vraiment aussi qu'un accompagné explique ce qu'il avait vécu. Ouais. Comme mon accompagnement est atypique. Comme mon accompagnement, il rentre pas dans les cases, c'était aussi un moyen de dire, voilà quelqu'un qui est passé par là, voilà ce qu'il a vécu, voilà ce qu'il trouve, voilà ce qu'il en pense. Bien ou mal, hein. Et moi, souvent, quand je demandais les témoignages, il faut savoir que les témoignages, je ne les touche pas, je prends exactement ce qu'ils me disent, et je leur disais, me passez pas la pommade, quoi. C'est-à-dire qu'allez-y, franchement. Et c'est vrai qu'au départ, je me souviens d'un ou deux témoignages où la personne disait, c'est intense quand même. Et c'est ça qui est bien, tu vois, j'étais bon. Mais en fait, en fait, je les retouche pas parce que même s'il y a des choses qui, c'est pas que ça convenait pas, mais par exemple là, dans ce témoignage-là, l'intensité, c'était de dire, c'est challengeant quand même. Donc le jour où vous lancez, soyez prêts, quoi. Et en fait, c'est ça qui fait que, du coup, la personne, quand elle va lire le témoignage, elle va pouvoir se dire, ok, ça me parle, la personne qui a fait ce témoignage, elle a vécu ça. Est-ce que moi, je suis prête à vivre ça? Est-ce que moi, cette notion d'intensité, j'y suis prête ou pas? Et peut-être que ça sera un an, et que donc, du coup, ça sera dans 6 mois, 1 an, qu'elle sera prête à venir me voir. Justement, par rapport à la vidéo, comment toi, tu fais pour garder le plaisir de faire tes contenus et que ça en devienne pas une contrainte? Moi, il faut qu'il me fasse rire. Moi, j'aime beaucoup rire. Petit aparté numérologie, j'ai du 6 dans mon profil numérologique. Et le 6, c'est le rire, l'humour, c'est s'amuser. Et donc, moi, j'aime rire et m'amuser. Et donc, si moi, ça me fait marrer, moi, c'est ça que je vais écouter. Si moi, ça me fait marrer parce que je trouve ça drôle, tu vois, à un moment donné, j'ai fait des petits... J'avais fait des réels où c'était un sceptique qui parlait à un convaincu de l'accompagnement Askaya. Et donc, je me mettais dans les deux... Mais ça me faisait marrer parce que j'imaginais ce que les sceptiques pouvaient dire face à quelqu'un de convaincu. Et donc, moi, je me suis amusée. Moi, j'ai pris plaisir. Et en fait, c'est ça, c'est le côté humour, le côté rire qui va faire que je vais pas avoir la contrainte. Voilà. Génial. Trop bien. Moi, je devrais pas faire ça parce que je me projette, je suis un pro des blagues nulles. D'accord. Okay. Donc déjà, ce serait pas pour moi, tu vois. Je suis référencé le pro des blagues nulles. Okay. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. 2-3 petites dernières questions avant de finaliser ce podcast. Ouais. Est-ce que toi, là, tu aurais des ressources à partager aux personnes qui visionnent ou qui écoutent ce podcast? Des ressources, ça peut être un bouquin, podcast, vidéo, n'importe quoi, qui peut les aider à trouver des clients. Je sais pas si tu as ça. Ouais. Peut-être des livres de dev perso, tu vois. Alors, pour trouver des clients spécifiquement, je sais pas. Moi, je sais qu'un livre qui m'avait beaucoup plu, c'était La semaine de 24 heures. C'est Timothy Ferriss, voilà. J'avais beaucoup aimé. Ouais. Après, en développement perso... ça c'est vraiment orienté entreprise. Après développement perso, il y a plein de choses, mais je sais que j'ai peur de mixer les prénoms, mais je crois que c'est Raphaël Giordano, Laurent Gounel et tout ça qui permettent d'avoir par le biais d'un roman et d'une histoire où en gros c'est romancé. Ce qu'on appelle un roman initiatique. Exactement. Ouais. Et du coup, ça te fait bouger. Ouais. Parce que les livres de développement personnel où on te fait faire des exercices, là, c'est hyper intéressant. Mais du coup, il peut y avoir cette notion d'exercice et de mise en pratique et tout ça. Ça ne parlera pas à tout le monde, en effet. Et moi, c'est vrai que les livres comme ça qui te font avancer juste parce qu'il y a ce côté romancé, j'aime bien. Ouais, j'en ai lu plusieurs et c'est hyper intéressant. Moi, je sais que celui qui a été un déclencheur, quand j'étais à la banque, c'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je l'ai lu celui-là aussi. Mais ça a été, mais c'est ok, Amélia, ta place n'est pas dans la banque, va chercher où aller, quoi. Non, mais c'est génial. J'ai l'impression, en tout cas, pour ceux qui lisent, on a tous un peu un bouquin, tu vois. Moi, ça a été Comment se faire des amis de Dale Carnegie, tu vois, pour les relations, comment. Alors, la traduction française ne prête pas forcément honneur au livre parce qu'on dit, mec, t'as pas d'amis ou quoi, tu vois. Tu sais pas faire. Mais non, c'est vraiment comment se faire des vraies relations et comment communiquer. Et on a tous un peu notre livre qui fait déclic, tu vois. Ouais. Donc, c'est super intéressant. Là, ce que je vais faire, alors je vais regarder dans mon portable parce que je l'ai plus en tête, mais ce que je demande à chaque intervenant, c'est de poser une question à l'intervenant d'après sans savoir qui est la personne. Ouais. Et donc, du coup, toi, l'idée, c'est que je vais je vais d'abord te demander une question à poser à l'intervenant d'après.
Ok. Ensuite, je te dirai la question de la personne d'avant. Ok. Donc là, toi, pour le prochain intervenant, Ouais. tu sais pas du tout qui ça va être, Oui. mais du coup, quelle serait ta question à lui poser? Je te challenge. Ouais, c'est clair, parce qu'en plus, depuis le départ, je suis dans l'appréhension de cette question-là, parce que je ne l'ai pas préparée. Je dis, oh, mais je sais pas qui c'est qui va venir. Est-ce que ça doit être sur le thème de la vidéo ou pas? Si possible, sur le thème de la vidéo. Alors là, plus sur le thème de... dans l'idée, on est sur le point fort qui est trouver des clients, si Trouver possible. des clients. Tu vois, vraiment. Et ça peut être une question toute simple, tu vois, Ouais. mais même une question que tu t'es déjà posée, bah, est-ce que peut-être que la personne d'après, elle a la réponse, tu Ouais. vois, ou elle aura sa version à elle de Ouais. la réponse, tu vois. Donc la question serait, comment on rebondit sur un prospect qui nous dit non? Intéressant. Ok. Voilà. Comment on rebondit sur un prospect? Alors, quand je dis comment on rebondit, pas seulement pour essayer de le repêcher, mais comment on s'en sert pour avancer soi. Ok. Donc, comment est-ce que la personne a eu dans son parcours, et certainement quelqu'un qui lui a dit non, qui n'a pas voulu travailler avec elle, et comment on s'en sert pour avancer. Enfin, comment la personne s'en est servie, comment la personne s'est servie de ce refus du prospect pour avancer. Ok. Ça Ouais, va non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, oui, c'est vraiment dans l'idée de, ok, t'as eu un non. Qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Parce qu'il y a le côté, effectivement, tu peux avoir le côté où, ouf, même intérieurement, ça peut chambouler. Ouais. Et donc, oui, il y a vraiment avoir le sentiment de rejet. Effectivement, ouais. Et après, il faut arriver à se dire, bon, essayer de comprendre pourquoi est-ce que j'ai eu non et la remise en question qu'il peut avoir derrière. Moi, j'ai déjà des idées de réponse, mais ça sert à rien. Oui. C'est pas mon rôle là pour le coup. C'est clair. Donc, je m'abstiens de faire un commentaire et Très bien. on laissera le luxe et l'honneur de l'autre personne à le faire. Okay. La personne précédente, sa question, c'était comment toi, tu mesures l'impact de tes réseaux sociaux et notamment comment toi, tu mesures ça par rapport au fait de pouvoir justement trouver des clients, tu vois. Alors, en tant qu'ancienne contrôleuse de gestion, j'avais créé mes petits fichiers de suivi de chaque post, de ci, de là, combien de likes, combien de commentaires, combien de ci, combien de là. Un fichier qui faisait aussi le comparatif avec d'autres personnes qui sont dans le même domaine que moi. Sauf qu'en fait, si je suis honnête, ce suivi, il était instructif. Il m'a permis de comprendre certaines choses, mais en fait, c'est pas parce qu'il y a des posts qui allaient marcher, c'est-à-dire qu'ils allaient plaire ou qu'il allait avoir de l'audience, que derrière ça allait forcément concrétiser. Et ce que je me suis rendu compte, c'était que, en tout cas pour moi, pour mon activité, alors c'est toujours bien de le savoir, pour avoir cette connaissance-là, mais moi c'était plus les stories, la fréquence des stories, parce que les gens ils vont consommer de la story, et pour peu qu'en story tu dises quelque chose qui, fait résonance à ce qu'ils ont vécu aujourd'hui, au boulot, avec leurs mecs, leurs enfants, attends, c'est bon, j'appelle Amaya, quoi. Ok. Donc, c'est plus par rapport aux stories, plus que... Moi, c'est les stories. Ok. Et après, oui, j'avais mis en place des outils, parce que c'est mon boulot, des outils pour suivre, pour faire le suivi, mais qui en soi, en fait, t'as pas de généralité, tu vois. Il y a eu un Reels une fois qui avait fait 13 000 vues. Bon, mais derrière, il s'est rien passé au niveau chiffre d'affaires. Ok. Et à côté de ça, je vais poster un truc, je vais faire 300 vues, je me dis, bon, derrière, j'ai 2 personnes qui m'ont appelé. En fait, c'est ça qui est hallucinant. C'est pas tellement la visibilité du post, en tout cas pour moi. C'est pas tellement la visibilité du post, ça va être plus le message qui est à l'intérieur au bon moment pour la personne, pour ton audience. Et c'est ça. Le bon message, tu peux arriver à le trouver en travaillant, en faisant le brainstorming, mais après, il y a cette composante-là de est-ce que ça arrive au bon moment pour la personne. Parce que ton post arrivera à la fin d'une journée où elle s'est pris la tête avec son boss, c'est allé très loin et elle peut plus rester dans ce boulot-là. Donc c'est bon, j'appelle Amaya, go, je vais faire le travail pour savoir où est ma voix, quoi. Ok, super, hyper intéressant. Merci beaucoup. Et on passe donc à la dernière question. Où est-ce que... Bon, on a bien compris. Instagram, tu vois. Non, où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est quoi le nom? Donc, le nom, c'est Askaya. Par mail, on peut me contacter. Donc, sur contact@askaya.fr. Il y a aussi mon site internet où il y a tous les témoignages qui sont repris et il y a un formulaire de contact. Et sinon, sur donc Insta... c'est askaya.fr. .fr, ok. Ouais, c'est askaya.fr. Tu me mets le doute là, mais oui, c'est askaya.fr. Et après, sur Insta, c'est Askaya by Amaya E. Ok. Voilà. Et je me dis potentiellement, alors tu n'es pas encore très actif sur LinkedIn. Après, il y a aussi sur LinkedIn, j'y suis. Donc, moi, c'est Amaya Etcheverry. Et donc, il y a la page d'Askaya aussi. Mais pour l'instant,
c'est, j'allais dire, en sommeil. Ouais, bien sûr. Après, ce que tu peux faire, là, ce qui me vient, c'est n'hésite pas, tu l'as peut-être déjà fait, mais à mettre les coordonnées, ta page Instagram, sur site internet, pour LinkedIn, pour même à faire un post. Alors, je sais pas si on peut épingler un post sur LinkedIn, mais pour dire, j'arrive très prochainement sur LinkedIn, mais vous pouvez en attendant me retrouver sur le site, parce que comme ça, s'il y a des gens aujourd'hui qui nous regardent qui vont passer par LinkedIn, ils peuvent après switcher sur Instagram ou ton site. Complètement. Donc, merci du conseil. Voilà, écoute, merci en tout cas, merci beaucoup pour ce super échange. C'était vraiment très très intéressant. C'est un plaisir partagé, j'ai vraiment passé un très bon moment. Merci à toi. Également moi aussi. Et merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Je vous dis donc à très vite dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités. Portez-vous bien, trouvez des clients et à bientôt. Merci d'avoir écouté ou visionné cet épisode jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il vous a aidé à adapter votre stratégie de prospection pour qu'elle vous corresponde au mieux. Si vous avez trouvé cet épisode utile, je vous invite à le partager autour de vous. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur YouTube et sur les plateformes de streaming audio. Et si vous avez des suggestions d'invités pour les prochains épisodes, que vous connaissez un entrepreneur qui a une manière bien à lui de prospecter, alors faites-le moi savoir. Et bien entendu, si vous avez besoin d'une vidéo pour votre entreprise, contactez-moi. Je serai ravi de transformer votre vision en une série d'images soigneusement orchestrées pour toucher le cœur de votre audience. C'était Aurélien Ibarart et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de l'Odyssée des opportunités.